Réalisé par Charles Kendra Beogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois pour vous Serge Liaoué Bayala, secrétaire général du cadre du débat 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour, Monsieur Bayala. Oui, bonjour Charles Kendra Beogo et bonjour à tous les auditeurs de la radio nationale. Imhotep, c'est votre autre nom? Ça sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Imhotep, c'est une volonté de déconstruction, de démystification du nom d'un célèbre homme politique de l'État de l'Égypte antique. Vous savez que quand on parle de ces concepts et de ces notions, c'est pas souvent évident pour l'Africain à qui on a toujours servi un discours qui consiste à dire que il n'a jamais fait l'expérience d'une nation, jamais fait l'expérience d'un État, il n'a même pas connu d'homme d'État. Et donc nous, en prenant le simple nom Imhotep, c'est toute une volonté de prouver que l'Afrique était bien constituée en État et elle avait des structures incarnées par des hommes d'État en la personne d'Imhotep. Mais c'est aussi et surtout une volonté, parce que dans la conscience populaire des citoyens, Imhotep est associé ou associable, comme l'ont montré beaucoup de films européens, c'est un peu le démon, c'est le diable. Alors que c'est à lui qu'on doit la magie et ou l'invention, si il faut attribuer une certaine paternité au théorème dit de Pythagore et ou de Thalès, c'est le premier à expérimenter ça au monde et à les utiliser comme support pour construire les pyramides que nous voyons aujourd'hui, c'est Imhotep. Donc c'était un homme de science, c'était un homme d'État, c'était un médecin très averti. Il est le premier être sur terre à produire une ordonnance médicale. Et nous avons pu, moi-même lors d'un voyage en France, j'ai pu constater et vérifier au musée du Louvre, précisément au Panthéon de l'Égypte antique, le manuscrit de la première ordonnance écrite et reconnue et admise par toute l'intelligentsia internationale en ce qui concerne l'expertise qu'avait cet homme extraordinaire. Et comme on dit que quand le caillou a besoin d'un peu d'huile, il faut que souvent il se mette à côté du haricot et il a certainement des chances et nous voulons grandir et nous pensons qu'il faut se référer à des modèles forts. Imhotep, pourquoi pas Noira ou bien Raoro? Oui, vous n'êtes pas nationaliste, vous êtes panafricain. Oui, je suis panafricain, mais c'est aussi mon nom Liaoué, c'est un prénom pleinement africain, pleinement lié là. Et chez nous, lorsque les circonstances de l'enfant coïncident avec des facilités. Quand l'enfant naît sans crier de complications à sa maman, il naît avec, je sais pas comment dire, est-ce que c'est le placenta, est-ce que je suis admis à le dire, mais enfin, je suis né dans ces conditions-là, et selon des circonstances comme celle-là, l'enfant doit porter le nom Liaoué, qui symbolise le fait qu'il est venu avec tout, il a un devoir de mission collective. Pour l'enfant. Oui, plus ou moins. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Qui est Kamita? Kamita, c'est le nom premier du continent africain. C'est dire tout simplement que les Africains n'étaient pas assis sur des terres qu'ils n'ont pas pu nommer. Et que c'est pas avec l'avènement du blanc et ou du colon en terre africaine que le continent a commencé à avoir un nom. Avant son avènement, les Africains avaient eux-mêmes en toute légitimité donné un nom à la terre sur laquelle ils habitaient. Et ce nom se référait à leur propre réalité sociale, culturelle et à la réalité de leurs mots. Et Kamit ou Kamita, ça veut dire la terre des hommes à la peau cramée, la terre des hommes noirs tout simplement, pour faire corps avec la réalité des hommes qui vivaient sur cette terre à l'époque, qui mieux que pour donner un nom qui leur ressemble. On entend Farafina aussi quelque part? Oui, on entend Farafina, et on peut faire les extensions dans plusieurs langues africaines et vous retrouverez toujours les mêmes proximités ou les mêmes formes de prononciation. Par exemple, en Wolof, on dira Kembe, en Fulfulde, on dira Kembu, en Djoula, souvent, on dit, pour dire que quelque chose a cramé, par exemple du maïs a cramé, on dit Kabakamina. Le maïs a cramé. À Morée, on dit Akabame ou bien Kim, Boum Kim. Donc on retrouve comme les la racine, c'est des mots empruntés. Oui. C'est des mots empruntés. Et le très brillant chercheur Théophile Obenga, dans l'unité linguistique africaine, a pu prouver que les langues africaines avaient une même paternité. Il a pris des langues de l'Égypte antique, il a pris des langues du Sénégal, il a pris des langues du Burkina, dont notamment le Moré, le Bissa, il a pris aussi le Dagari, il a pris assez de langues pour prouver
scientifiquement qu'il y a des proximités morphologiques et phonologiques d'unité entre les langues africaines. Et vous vous êtes accroché à ce mot Kamita aujourd'hui à l'université. C'est un cadre de débat qui est né au campus. Et quelles sont les visées? Oui, les visées, c'est la volonté de faire en sorte que le système éducatif africain puisse effectivement ressembler à une volonté de réhabilitation du méga mensonge. C'est ce que Joseph Kizerbo désigne, le méga mensonge qui est fait autour de l'Afrique. Mais c'est surtout immédiatement et de façon conjoncturelle pour tirer la jeunesse de sa position d'attente, d'inactif, de citoyen passif, pour les mettre dans leur devoir de citoyens actifs qui veillent sur la gouvernance, qui sont témoins et qui sont les premiers pourvoyeurs de leurs chances de succès. Et il est vrai, l'État existe, mais l'État, ce n'est pas une entité isolée de nous. L'État, c'est une entité dispersée en chaque citoyen. Et donc, quand un pays comme le Burkina, 64% de sa population qui est jeune, qui mieux que cette jeunesse pour passer à la phase active, pour devenir un acteur responsable, conscient, qui prend certaines questions en jeu. Donc, on s'est dit qu'il fallait forcément amener cette jeunesse-là à prendre la parole en public, à développer, à s'initier à la conscience critique, à s'initier au débat, à se familiariser à une certaine culture de la discussion qui se fait avec les mots et non pas avec les points. Et c'est une éducation à la non-violence. C'est subtil, c'est pas perceptible, mais en fait c'est une volonté de rendre actif au sens plein et responsable du terme la jeunesse burkinabé et par-delà la jeunesse africaine. Vous êtes à l'université, comment vous avez pu convaincre l'autorité pour instaurer ces cadres? Parce que souvent c'est pas si simple. Oui, c'est pas évident. Le 13 mai 2013, nous décidâmes ainsi de commencer cette aventure et au début ce n'était pas du tout toléré et nous étions dans un contexte socio-politique. Parce que le discours est souvent virulent. Hein? Oui, il n'est pas tendre à l'égard des acteurs politiques sur place et c'est tout à fait normal que des citoyens interpellent les autorités publiques par rapport à la gestion et à la qualité de la gestion des affaires. Mais à l'époque, en 2013, avec l'environnement du Sénat, l'environnement de la modification de l'article 37, ce type de mouvement était vu comme un mouvement qu'il faut faire disparaître. Des tractations dans ce sens ont eu lieu, notamment avec les autorités universitaires directement, mais aussi ensuite avec des interférences d'hommes politiques de dehors qui soit voulaient contrôler le mouvement ou à défaut le faire taire. C'est autant de choses qui ont pu être tenues et nous avons même notre carrière d'étudiant à cette époque qui avait été mise à rude épreuve. Mais Dieu merci, il n'y avait pas de fautes sous lesquelles nous tombons parce que nous avons de très bons rendements académiques, donc il n'y avait pas de porte d'entrée pour une éventuelle exclusion abusive. Et c'est aussi et surtout lié au fait qu'on était irréprochable par rapport à un certain nombre de trucs et que le discours qu'on tenait, c'était un discours qui visait à responsabiliser le citoyen burkinabé pour faire rayonner le Burkina tout simplement. On n'avait pas de haine ni d'inimitié vis-à-vis de personne, on avait une seule contrainte, c'était celle d'améliorer la qualité de la gouvernance et que les hommes qui travaillaient à enterrer le Burkina Faso étaient des gens qui, sur notre chemin, on ne laissait pas. Vous l'avez dit aussi, c'était pour préparer l'élite aussi à la prise de parole. Oui, c'est aussi ça, c'est un grand défi parce qu'aujourd'hui, on constate à plusieurs niveaux que l'université, c'est le cadre terminal, la phase terminale à partir duquel on envoie les gens sur les chantiers, les différents chantiers de développement. Comment ils peuvent rendre compte de leur expertise, de leur technicité, s'ils n'ont pas une certaine aisance et une certaine maîtrise de la prise de parole en public pour communiquer leur science. Donc on s'est dit que c'est fondamental. Et bien évidemment, s'ils s'exercent à la culture de la prise de parole en public, c'est clair que, sortis de l'université, qu'ils deviennent médecins, qu'ils deviennent ingénieurs, il va accélérer ses performances et son efficience. Et on est convaincu de ça. Vous l'avez aussi dit, ce sont des débats souvent à connotation politique et certainement là-dessus, le politique s'intéresse à ça. Est-ce que vous avez été approché? Oui, au début, on a été combattu. On s'est rendu compte que c'était difficile de nous rayer parce qu'il n'y avait pas d'éléments sur lesquels il fallait s'appuyer. Donc des démarches ont débuté, que ce soit de la part du parti au pouvoir à l'époque, aucune gêne de les nommer, mais l'ensemble de la cartographie des partis politiques en scène, je dirais dans leur totalité, nous ont fait la cour.
des débats à ciel ouvert au sein de l'université avec des invités de barque souvent. Comment vous arrivez à convaincre ces invités? Beaucoup ont souvent peur de mettre les pieds dans ce haut lieu de l'intelligentsia qui est souvent un capharnaüm. Tout à fait. Oui, mais parce qu'il y a un imaginaire partagé autour de l'université, des étudiants, qui est que c'est des gens malpolis, qui n'arrivent pas à se tenir, mais aussi un milieu craint parce que c'est un espace de conscience critique. Donc on ne peut pas venir déverser n'importe quel type de propos ou n'importe quel type de mégalomanie. Et donc il y a des gens, par exemple, surtout les hommes politiques, en 2015, on a voulu que l'essentiel des hommes politiques puissent passer à cet espace pour expliquer leur programme politique, s'il y en avait, aux étudiants. Qui mieux que les étudiants pour apprécier la véracité d'un programme politique? Beaucoup ont esquivé parce qu'ils savent que ce n'est pas évident. Ils n'ont pas voulu vous affronter? Non, ils n'ont pas voulu affronter. Est-ce que ce n'est pas lié au fait aussi que les étudiants ne votent pas? Bon, non, beaucoup n'ont pas de carte. Mais là, on leur disait de venir et que leur discours allait certainement convaincre les étudiants de changer de posture. Mais c'est surtout, nous arrivons à convaincre les gens en leur disant que non, l'étudiant ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un délinquant. C'est un espoir de la nation. Il se construit avec responsabilité. C'est vrai qu'il y a eu des environnements où les étudiants se sont illustrés de façon négative, mais nous avons voulu montrer qu'il existe une race d'étudiants bien améliorée, il existe une espèce d'hommes et de femmes qui sont capables de discuter avec discernement et de ne pas mettre en avance des émotions parce que nous sommes dans un espace de science. Et dans un espace de science, ce qui prévaut, c'est la preuve, c'est la qualité avec laquelle on défend son idée et non pas un harem de boxe où c'est les coups de poing qui prennent le dessus sur les points de vue. On reproche aussi à nos universités d'être très politisées. Oui. Vous flottez souvent avec ce milieu. Est-ce que quelque part, vous n'ouvrez pas aussi vos portes à une perturbation aussi de la sérénité pour une université? Oui. Nous-mêmes, nous avons découvert que l'essentiel des acteurs qui agissaient sur l'université étaient finalement des porte-paroles d'hommes politiques qui étaient en panne, qui étaient en incapacité de venir défendre leur propre point de vue sur l'université. Donc il défendait ce point de vue, il faisait même des bagarres entre mouvements syndicaux interposés, mais la réalité selon nos enquêtes et ce qui nous est revenu régulièrement, c'est que beaucoup d'associations d'étudiants étaient les appendices de partis politiques. Et nous avons voulu nous insurger contre cet ordre pour montrer qu'il est possible que l'étudiant se prenne lui-même en charge en termes de pensée, qu'il ne soit sous la tutelle de personne, mais qu'il puisse prouver qu'il est une entité qui est capable d'agir, de penser et de penser bien. Le tutélage ou le tutorat clone un peu l'effort que l'étudiant doit lui-même faire. Et nous avons voulu nous départir de ça, et c'est ce qui a fait qu'on ne s'est pas mis dans les mouvements existants, mais que nous avons créé une troisième voie. Mais à côté, on a toujours la volonté, et c'est l'élan des politiques, de vouloir toujours contrôler des espaces de force, des espaces de prise de parole publique. On a toujours des gens qui demandent jusqu'à aujourd'hui, sinon jusqu'à hier, il y en a qui disent, ah mais Bayala, vous allez nous inviter quand à votre espace? Mais enfin, pour avoir accès à notre espace, il faut avoir la carte d'identité de la crédibilité et de la dignité intacte. Vous n'êtes pas les seuls, d'autres mouvements existent au sein de l'université, l'ANEB, l'IGER et bien d'autres. Comment se passe la cohabitation avec ces Oui, au début, la mouvements? cohabitation n'était pas du tout facile. Il faut le dire en toute franchise, parce que effectivement, l'université était la chasse gardée de ces mouvements qui sont restés pendant longtemps les seuls à opiner sur les sujets de grand intérêt en ce qui concerne l'école, en ce qui concerne les questions liées aux étudiants. Mais bien évidemment, quand un mouvement comme celui-là surgit et il ne rentre pas sous la houlette ou sous le contrôle de ces gens, bien évidemment, c'est un mouvement à combattre. Dans un premier registre, nous avons eu des débats houleux, mais on n'a jamais eu d'acte d'animosité. Et ce par quoi il fallait vaincre, c'était la qualité de nos propositions. Et j'avoue qu'aujourd'hui, 4 ans après, ils avaient été très hostiles à faire des activités avec nous, mais plus tard, ils nous ont adressé à plusieurs reprises des demandes de partenariat. Vous les invitez sur votre plateau? Oui, mais puisque c'est un espace libre, c'est un espace libre et sur certaines questions spécifiques qui concernent les syndicats, c'est eux-mêmes qu'on invite, quitte à ce qu'ils brillent par la pertinence et la qualité de leurs idées, ou quitte à ce qu'ils se fassent lyncher, mais pas lyncher au sens brut du thème, mais qu'ils se fassent, parce que nous sommes dans un espace, dans un laboratoire de sciences, qu'ils se fassent lyncher parce que leurs idées n'arrivent pas à prendre le dessus. Mais ce sont des gens qui ont toujours participé, que nous les invitons ou que nous ne les invitons pas, parce qu'à partir du moment où c'est un débat à ciel ouvert,
toutes les sensibilités viennent et y participent et on ne crée aucun espace de censure par rapport à ça. Serge Bayala, après quelques années, quel bilan vous faites de l'impact de ces débats au sein de la jeunesse estudiantine? Oui, j'avoue que ça a amélioré la prise de conscience des étudiants, notamment déjà par rapport aux attentes vaines liées à l'État qui viendra résoudre les problèmes d'employabilité pour toute la jeunesse. De plus en plus, on a vu des jeunes, du fait de notre discours, qui prennent des initiatives, qui n'attendent plus que la magie vienne d'une banque, mais qui sont capables de commencer à organiser un petit élevage de 2 poulets, de 3 poulets, parce que nous leur en parlons. Nous leur disons que l'entrepreneur, c'est pas celui qui commence avec des fanfares, avec tout un grand bruit, un grand tapage médiatique. C'est celui qui est capable, avec l'argent du fonds, de payer 3 poulets, et de les mettre dans la famille, de trouver quelqu'un qui s'occupe d'eux, et de veiller à ce que ça croît. Il y a eu des exemples. Et il y a des exemples. Et parce que nous-mêmes, nous le faisons avant de demander aux gens de faire. Nous-mêmes, nous avons initié une ferme agricole. Nous faisons de l'élevage. Pour aussi dire à l'étudiant que faire de l'élevage ou retourner à la terre, c'est pas devenir sauvage. Parce que dans la tête du scolarisé ou du modernisé, de l'universitarisé burkinabé ou africain, retourner à la terre, c'est aller se rendre sauvage. Alors que c'est ce travail noble que nos parents ont fait. Donc nous partons le faire et nous leur disons, nous avons commencé ça à 0 francs. Donc si nous le faisons, c'est que vous le pouvez. Et on donne la même recette. Et on a vu des gens s'approprier ça. Au niveau des concours, on a presque des connaissances à tous les niveaux. Que ce soit la gendarmerie, ce soit la police, ce soit les enseignants, ce soit les infirmiers. Vous formez les gens? Oui, on forme les gens qui nous envoient de très bons retours. Même au concours, la diversité des thématiques abordées permet à certains d'être en amont suffisamment outillés sur certains sujets et ils nous rendent le témoignage en disant qu'en ayant débattu tel thème au cadre, ça leur a permis d'avoir des arguments et qui a facilité leur succès au concours. Ce sont des témoignages récurrents qui viennent pour indiquer que c'est une action qui touche. Nous avons pu aussi accélérer la réappropriation des prénoms africains auprès de la totalité de nos membres. J'allais en venir. Et ça fait partie des acquis. Et vous savez, le boulevard qui passe juste à côté. Vous l'avez rebaptisé. Charles de Gaulle. Macron venait pour décoloniser l'Afrique et nous l'avons aidé avec un acte concret de ce à quoi peut ressembler la décolonisation. Vous savez, en France, Napoléon est un héros national. Mais Napoléon ne peut pas être un héros national pour les Africains au regard. Mais ce goudron, c'est un goudron français? Oui, c'est un goudron, c'est un financement français. Et à partir du moment où c'est un financement français, on peut concéder. On se donne certains droits. Mais j'avoue que le bon acte moral de l'aide, c'est celle qui n'est pas conditionnée jusqu'à la désignation. Je pense que si c'est sain, c'est de dire, on vous aide à avoir un goudron, mais on ne va pas jusqu'à aller donner un nom au goudron, où prend forme la responsabilité du receveur. Est-ce que c'est pas aussi une reconnaissance de l'État burkinabé? Non, bon, j'avoue que Charles de Gaulle, oui. Nous sommes d'accord. Jusqu'à la pédiatrie. On aurait pu donner des noms bien plus valeureux et bien plus méritants que le nom Charles de Gaulle. Charles de Gaulle représente une entité qui hante les esprits des Africains au regard de ce qu'il a fait vis-à-vis de l'Afrique. Mais oui, l'histoire ou le passé, il faut le tamiser et retenir les bons grains qui nous permettent de faire des bons qualitatifs. Et donc, nous avons suggéré que de la même façon que il ne peut pas avoir de rue en France qui s'appelle Hitler, il ne faut pas que la France baptise des rues au Burkina qui s'appellent Charles de Gaulle. C'est quand même trop fort. Non, j'avoue que c'est quand même fondamental pour hygiéniser l'imaginaire des jeunes. Avec vous, il est aussi question d'un calendrier africain. Tout à fait. Vous en avez reproduit. Parlez-nous de ce calendrier. Quelles sont les spécificités de ce calendrier, je dirais, c'est un don, c'est un symbole très fort de l'effort qu'ont fait nos anciens pour être des acteurs responsables de leur époque. Et ce calendrier, nous l'avons découvert à la merci des travaux très riches et très irréfutables du grand chercheur Cheikh Anta Diop. Et dans Nation nègre et culture, dans Civilisation ou barbarie, vous reverrez les éléments scientifiques d'irréfutabilité de ce calendrier. Nous l'avons découvert et nous avons dit que
comme chaque Anta Diop lui-même le souhaite. Le tout, ce n'est pas de découvrir comment on polit pour rendre utile, comment ce qu'on découvre de notre passé glorieux deviennent des éléments qui peuvent articuler notre quotidien et programmer l'avenir. Donc on s'est dit, il ne faut pas regarder ce calendrier et se délecter de dire que nos ancêtres furent forts. Comment on l'emploie aujourd'hui? Donc on a essayé de se réapproprier ce calendrier et ses spécificités, c'est quoi? Ce calendrier, oui, c'est 4236 ans avant Jésus-Christ. Et ce calendrier, 4236 ans avant Jésus-Christ, avait pu dénoter que l'année faisait 12 mois. Donc ce n'est pas une invention du calendrier grégorien ou julien. Que la journée faisait 24 heures. Que le mois faisait 3 semaines de 10 jours chacun. Pour éviter la confusion de l'année bissextile. Du mois du février qui tantôt est 27 ou 28. Souvent il y a des gens qui ne retrouvent pas leur anniversaire tous les ans. Alors qu'ils sont nés quand même et ils existent. Donc, pour éviter ce tohu-bohu, ils ont mis la semaine à 10 jours. Et donc, 12 mois fois 3 saisons de 4 mois. Dans chaque saison, il y a 3 grandes saisons. Il y a la saison des crues, la saison pluvieuse, il y a la saison sèche, et il y a la saison des récoltes et il y a la saison sèche. Et quand vous prenez l'articulation de toute la temporalité climatique en Afrique, nous sommes en train de finir la saison pluvieuse. Donc c'est la première saison. La saison qui va entamer, c'est celle du froid et des récoltes. Après elle, c'est la saison de la chaleur. Et la saison de la chaleur, on renoue avec la saison pluvieuse et ainsi de suite. Cette temporalité, vous la retrouvez dans toutes les ethnographies africaines. Et nous disons que ce calendrier rend un témoignage vrai de nous, que de nous maintenir dans des définitions de calendrier grégorien où on parle de mousson, on parle d'automne, on parle d'été, on parle d'hiver, alors que nous n'avons pas d'hiver ici. Donc comment faire en sorte que les réalités définies dans un calendrier puissent correspondre à nous-mêmes? Et ce n'est pas l'apanage uniquement de l'Afrique ou une volonté de dire que nous avons découvert des choses magiques, mais c'est de restituer, comme Cheikh Anta Diop le souhaite, la conscience historique universelle. Et vous avez entrepris de réhabiliter ce calendrier? Oui, on a entrepris de réhabiliter. Par exemple, nous avons conçu, nous avons monté, retrouvé l'ensemble des éléments, les jours, la désignation des jours, les mois, la désignation des mois, l'organisation du calendrier tel qu'il était. Nous avons retrouvé l'année parce que nous sommes à l'année 6256 cette année. La civilisation, c'est 6256. Et nous avons pu reproduire ce calendrier comme le format des calendriers qu'on connaît aujourd'hui, que chacun a dans sa maison, pour dire que ce n'est pas quelque chose de vain, que c'est possible. Et donc, en concevant de façon matérielle ce calendrier, c'est pour dire que les savoirs africains, ce n'est pas la condamnation qu'on leur fait d'être des savoirs oraux. Nous avons été d'ailleurs les premiers à matérialiser les savoirs. La réalité de la vie des Africains. Savez, est-ce que les Africains s'intéressent à ce calendrier? Oui, il y a un grand engouement. Partout où on se trouve, et d'ailleurs, à la merci du travail que les médias nous ont aidés à faire autour de ce calendrier, beaucoup de personnes demandent à avoir un spécimen. Les premières années, on n'en avait pas, mais cette année, par la grâce de la nature, nous avons pu obtenir la montée graphique. Et on a de très grandes demandes, on a de très grandes volontés, on a des gens même qui se proposent de nous aider à améliorer la qualité graphique. Donc ça veut dire qu'il y a un impact positif sur les imaginaires. Et nous disons que c'est ici ou jamais qu'il faut commencer à accélérer le processus d'appropriation du calendrier au niveau des populations, comme la Chine l'a fait, comme le fait l'Europe, comme le font les Indiens. Ce n'est pas l'apanage exclusif des Africains ou des Burkinabés d'avoir trouvé un calendrier. Tous les peuples, un peuple qui contrôle son temps et qui arrive à organiser son espace en fonction, à maîtriser l'organisation de son espace, c'est un peuple qui ne se perd pas. Le calendrier renvoie à quoi? La capacité à organiser son temps et la capacité à organiser son espace. Ce sont les deux fonctionnalités du calendrier. Ce n'est pas un phénomène de coquetterie, d'esthétique. Ce n'est pas une campagne contre le calendrier grégorien ou indien ou arabe, mais c'est une réalité fondamentale à tout peuple qui veut évoluer, de maîtriser le temps et de maîtriser l'espace. Mais quelles sont les chances de réussite, les chances que ce calendrier puisse s'imposer au reste du monde? Les chances, c'est de croire, comme Sankara l'a prescrit, c'est oser inventer l'avenir. C'est se convaincre que tout n'est pas fini. C'est arpenter les voies de l'exemple qui nous vient de la Chine. En 2012, quand la Chine disait qu'il fêtait le calendrier chinois, tout le monde entier se moquait de la Chine. Mais que c'est ridicule, on a déjà un calendrier. Mais enfin, en 2018, tous les hommes influents du monde, Angela Merkel, Donald Trump,
Emmanuel Macron, et certains présidents africains ont salué et ont envoyé des vœux de nouvel an à la Chine. L'Algérie, à côté, a un calendrier kabyle. Et ce calendrier kabyle a été acté en 2018. Et c'est en février, chaque mois de février, ça correspond au début de leur calendrier. Le gouvernement algérien a fait inscrire le jour du début de l'an comme étant une journée fériée. Donc c'est des exemples aussi lointains, mais suffisamment récents pour nous donner de l'énergie et de la foi en la capacité à utiliser ce calendrier pour conditionner et inverser les comportements. Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'immédiat? Oui, dans l'immédiat, c'est déjà demander à chaque Africain qui entend ça de chercher à voir ce calendrier, de le prendre chez lui, de le mettre à côté du calendrier grégorien ou arabe. Oui. Mais c'est déjà cet effort. Et ensuite, c'est de nous dire que si nous pouvons fêter le nouvel an grégorien, c'est que nous pouvons aussi fêter le nouvel an kamite, le nouvel an du calendrier africain. C'est à quelle date? C'est le 19 juillet. Chaque 19 juillet correspond au début de l'année africaine. Et nous le faisons de façon grandiose chaque année avec une grande conférence en associant les autorités de l'État. Et cette année encore, nous avons pu associer à 3 reprises à la célébration le ministère de la Culture qui doit valoriser le patrimoine culturel, les savoirs de nos anciens pour les remettre au goût du jour. Et nous entendons qu'effectivement, parce qu'à l'époque aussi, l'une des riches perspectives, c'est que certaines autorités bien avisées des instances administratives nous avaient dit qu'on pouvait articuler le paiement des salaires autour de ça. Au lieu de faire chaque fin du mois, on peut articuler ça autour de 2 fois dans le mois. Et avec le calendrier africain, ça donnait des possibilités. Nous avons fort espoir. Cher Bayala, on va revenir sur le calendrier actuel. Mois d'octobre, mois des sankaristes. Oui. Vous êtes né le 7 octobre 1987. Oui. Vous le déclarez, l'idéal Sankara vous habite. Oui, c'est sans embâche, parce que nous pensons que Sankara, c'est la nature. Dieu ne peut pas nous donner mieux que Sankara comme indice de responsabilité. C'est une chance et une opportunité pour l'humanité tout entière d'avoir eu l'étoile que fut Sankara. Et pour nous qui n'avons pas vécu de façon mature à l'époque, là où il était président, nous sentons que notre humanité n'est pas complète. Et nous jalousons, mais de façon positive, sans haine, tous ceux qui ont pu vivre la réalité de ce qu'était l'homme physiquement, de ce qu'étaient ses mouvements. Nous, ce que nous voyons, c'est la télé, c'est les images. Mais enfin, il a pu laisser des traces indélébiles, fort imposantes, qui ont pu prouver que partout où il y a un peuple en difficulté, si ce peuple est responsable, ce peuple peut se sortir de sa difficulté. Et pour nous, il n'y a pas meilleure prophétie, il n'y a pas meilleure promesse de responsabilité que celle où les populations, ayant identifié leurs besoins, se mettent à la tâche pour les résoudre eux-mêmes. Un mois d'octobre qui a connu l'assassinat du leader de la Révolution, ça fait 32 ans déjà, et le dossier n'est toujours pas jugé. Oui, et c'est là où nous pensons que nous rendons à Sankara une ingratitude collective. L'un des actes qu'on devait au moins pouvoir poser pour l'effort qu'il a fait pour toute l'humanité, c'était au moins, à défaut de pouvoir sauver et protéger sa vie et lui garantir le premier droit fondamental de tous les droits, le droit à la vie, à défaut de sauver ça, c'était de sauver le droit de sa mémoire, une mémoire réhabilitée, une mémoire à laquelle la justice devait être capable de donner repos. Mais enfin, nous ne sommes pas étrangers de toutes les manigances ou de toutes les manipulations qui ont favorisé une impunité de 32 ans maintenant quant à son dossier. Nous savons que Sankara, c'est un crime politique. Et un crime politique, ce sont des hommes qui le commettent. Et les hommes qui le commettent, c'est aussi bien des ouvriers militaires qui ont posé l'acte, c'est des commanditaires locaux qui ont posé l'acte, mais c'est aussi des commanditaires extérieurs qui ont commandé l'acte. Donc il y a un ensemble d'imbrications locales et internationales qui ont travaillé à l'assassinat de Sankara. Malheureusement, c'est à ces gens que nous demandons de rendre justice. L'ADN est resté muet, oui. Ça a été une déception, la France a levé les secrets de défense. Est-ce qu'il y a de l'espoir que tout cela sera jugé? Oui, je pense que on va irréversiblement vers ça. S'il n'y avait pas espoir, parce qu'il y a encore 15 ans, il y a encore 5 ans, il y a 2 ans, on ne pouvait même pas s'imaginer que la France ose lever les éléments de suspicion qui pourraient concourir contre elle. Mais finalement, la France a caché ça pendant longtemps, mais enfin, elle ne peut pas cacher la vérité
tout le temps. Elle a fini, contre sa propre volonté, de lever le secret défense sur certains dossiers. Même si on n'est pas suffisamment dupe pour savoir que la France ne va pas livrer des archives qui la culpabilisent de façon flagrante, mais au moins c'est déjà un pas pour dire qu'il ne faut pas désespérer. Il faut continuer à exiger d'elle qu'elle soit transparente dans le processus de lever le secret défense. Et ensuite, on n'imaginait pas que les restes de Sankara pouvaient se retrouver dans un laboratoire pour être soumis à un test d'ADN. Et il y a 15 ans, c'était inimaginable. Mais enfin, ça a été fait. Les conclusions sont désastreuses. Ça montre que la technologie tant vantée, la science tant vantée parce qu'elle aurait évolué, est finalement une science qui n'arrive pas à avoir les mêmes performances quand il s'agit de clarifier des questions de justice et ou quand il s'agit de clarifier des questions d'archéologie naturelle. On a pu dater des momies de 30 000 ans, mais on n'arrive pas à dater des ossements de 30 ans. Donc, ça lui pose des difficultés à comprendre la sincérité du rendu technique des laboratoires qui ont travaillé là-dessus. Mais enfin, il ne faut pas se méprendre. Pour moi, des examens, des tests d'ADN faits en France, c'est comme si on disait à la France d'identifier elle-même la personne dont elle est accusée d'être l'un des acteurs qui l'ont effacé. Donc, pour moi, c'est un processus qui est lent, qui nous exige assez d'efforts, mais il ne faut pas perdre espoir parce que le jour va se réveiller comme la nuit ne prend pas toujours le dessus toujours. En attendant, un mémorial est en projet, les travaux vont bientôt commencer. Et quelles sont les actions fortes que vous, Kamita, vous comptez mener dans ce sens? Oui, c'est déjà dire, à défaut que la justice classique fasse son travail, est-ce que nous, on n'a pas un travail de réhabilitation morale, de justice collective à rendre à Sankara? Est-ce qu'il n'y a pas la part de la justice à part d'un côté et la part des populations d'un côté? Est-ce que la plus grande justice qu'on puisse rendre à Sankara, c'est pas celle de s'approprier son idéal? Est-ce que c'est même pas ça que Sankara veut? Est-ce que Sankara veut une justice mécanique qui condamne et décondamne certains? Est-ce que Sankara veut une justice qui fait des vainqueurs et des vaincus? Est-ce que les TPR n'étaient pas en contradiction avec la forme de justice qu'on veut lui imposer? Et on s'est dit que la meilleure des voies, c'est celle que le mémorial a inspirée, celle de réhabiliter de façon collective la mémoire de l'homme, pour lui dire, si certains hommes ont été injustes avec certaines institutions de l'État, sache que le peuple, en toute justice, te porte et reconnaît que tu as posé des actes forts en son nom. Et c'est à ce titre que le cas 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, tous les jours, et même ce jour y compris, tient une thématique pour sensibiliser et pour rendre un hommage vibrant à la mémoire de Sankara, pour lui dire non, son sacrifice fut un sacrifice ultime, son sang qui a giclé a fait germer de nouveaux espoirs d'héritiers dont il avait annoncé l'avènement. Chez Bayala, Kamita n'est pas seulement au campus, on vous voit prendre des positions aussi sur d'autres terrains. Dernièrement, vous étiez à Kongoussi, dans le BAM. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Kongoussi? Oui, c'est toujours... Regardez, nous sommes traversés dans tout notre engagement par la vision de Sankara, par cette appropriation qu'on s'est faite de toutes les idées qu'il a lancées. Sankara nous a dit qu'un peuple conscient, un peuple responsable ne confie pas sa sécurité à un groupe d'hommes, fussent-ils surarmés ou hyper-armés ou avec les nouvelles technologies, avec toute la technologie. Les peuples conscients assurent leur sécurité eux-mêmes. Mais ça, c'est il y a 32 ans qu'il a pu nous interpeller et il a pu mettre ça en pratique. En mettant ça en pratique, Sankara a vaincu la France à travers le Mali, parce que la guerre que le Mali nous faisait, c'était pas les Maliens qui étaient contre les Burkinabés, mais c'est la France qui voulait atteindre la révolution en passant par le Mali. Il a mobilisé le peuple, il l'a organisé, et le peuple en jonction avec les soldats ont vaincu à 2 reprises le Mali à cette époque. C'est dire que si ces expériences ont fonctionné dans notre propre histoire et que nous faisons face à des défis similaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut imposer la menace terroriste? Est-ce qu'il faut imposer de façon hypothétique toute la charge de la sécurisation à une armée qui a maillé tout le territoire, qui a des difficultés à être? Est-ce que c'est objectif de dire que toute la sécurité, le défi sécuritaire et le combat contre le terrorisme doit revenir exclusivement aux seuls FDS qui sont assez morts déjà pour nous? Est-ce qu'il ne faut pas accélérer les chances de victoire en impliquant le peuple? Parce que les terroristes ne sortent pas hors du peuple. Ils sont des éléments issus de nos familles, ils sont des éléments issus de nos villages, ils sont des éléments issus du Burkina Faso. Ce n'est pas des extraterrestres qui nous attaquent. Par contre, si ce sont les citoyens qui sont en amont
et que leurs efforts sont combinés à ceux des FDS, parce qu'il ne peut pas avoir chaque FDS derrière un Burkinabé. Et les FDS ne peuvent pas être dans tous les villages et tous les millimètres carrés du Burkina. Par contre, si les Burkinabés qui sont sur tous les millimètres carrés collaborent avec les FDS, nous allons accélérer les espoirs de victoire. Le Vietnam l'a expérimenté contre les États-Unis. Le Cambodge l'a expérimenté contre la France et contre l'Angleterre. L'Algérie, qui est l'exemple le plus patent, qui a vaincu le terrorisme, l'a expérimenté pour pouvoir vaincre le terrorisme. Est-ce qu'il faut que les Burkinabés se mettent dans une course-poursuite où d'autres Burkinabés chassent d'autres? Est-ce qu'un homme intègre fuit? Est-ce que Sankara ne nous aurait pas obligés par cette citation que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort? Est-ce que nous devons pleurer? Est-ce que nous ne devons pas nous arrêter? Est-ce que nous ne devons pas constater que c'est difficile, mais que c'est là où s'abat le désespoir que s'élève la victoire des persévérants? Des voix déjà s'élèvent, certains pensent que la situation est délicate. Appeler des civils sans armes sur le terrain de combat sera aussi un journal attitré, c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Effectivement, y compris même une armée. Toute initiative, une moto, c'est un outil à double tranchant. Ça peut t'envoyer au travail, Charles. Mais en même temps, cette même moto peut t'écraser sur la route. Quelque chose de dramatique peut arriver. Il n'y a rien qui ne soit doté d'une dualité, une qui est suicidaire et une autre qui est constructive. Donc, nous sommes très conscients que toute initiative populaire non formée à l'effet d'une responsabilité citoyenne conséquente, elle peut se retourner contre l'État. Tout comme une armée ou un soldat sans conscience politique, patriotique et idéologique est un criminel en puissance. Nous avons la mesure de ça. Et c'est pourquoi oui, il a été très bien reçu. Il a été très bien reçu par les populations qui ont commencé d'ailleurs à s'organiser. Nous avons des échos favorables de villages qui ont rappelé leurs hommes et qui se sont organisés et qui attendent aux aguets et qui ont déjà donné un certain nombre d'informations aux FDS qui les permettent d'être très efficients. Donc Kongoussi pourrait être le point de départ d'une résistance populaire. Oui, il faut que ça parte de quelque part. Et il ne faut pas être jaloux que ça vienne de Kongoussi. Et d'ailleurs, c'est une initiative qui partira et qui va mailler l'entièreté du territoire, mais aussi transnationale, parce que nos frères maliens ne méritent pas de continuer à mourir, ne méritent pas de continuer à courir. Les Nigériens, les Ivoiriens. Donc c'est une initiative qui paraît banale, mais elle a des entendements très lourds que nous entendons engager. Mais tout ça en faisant en sorte que l'État prenne sa responsabilité de leadership pour organiser, former à l'effet d'un respect maximum des droits humains afin que nous ne soyons pas contradictoires dans notre volonté de sécuriser le Burkina. Une dernière question avant de se quitter. La non-autorisation des marches se succède après l'UAP. C'est le tour des anti-impérialistes de se voir refuser la marche par la mairie. Beaucoup dénoncent cette attitude. Oui, et il faut avouer que l'État est en train de tomber dans une démarche d'abuser de l'environnement de terrorisme qui est ambiant pour pouvoir retirer certaines libertés qui ont été chèrement conquises et acquises. Je ne pense pas qu'une marche anti-impérialiste mérite dans notre contexte actuel d'être interdite, ce d'autant plus que les autorités elles-mêmes ont indexé à plusieurs reprises la France de ne pas jouer franc jeu, a indexé à plusieurs reprises, y compris les populations dans l'imaginaire collectif des Burkinabés. Vous leur posez la question qui vous attaque, ils vous diront même pas que ce sont des terroristes, ils vous diront que ce qu'ils subissent est de la France, même si on peut dire que ce sont des allégations infondées, mais ça reste démontrés. Oui, qui ne sont pas encore démontrés. Il reste que c'est ce que les gens pensent de façon collective. Est-ce qu'il est conséquent de rendre possible une marche contre les grévistes de la santé à Bobo et interdire une marche contre l'impérialisme à Ouaga? Est-ce que finalement il n'y a pas deux poids deux mesures lorsque c'est un allié qui marche, on lui ouvre toutes les portes, on lui donne même plus d'espace pour qu'il marche, et quand c'est quelqu'un qui ne s'accommode pas aux hommes du moment, on lui refuse tout simplement. C'est une régression. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci à cher Lianoué Bayala, secrétaire général du cadre du débat 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci d'être venu dans le studio. Merci, c'est un grand bonheur. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien